radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bonsoir à tous, 19h20 sur Sud Radio. On roule ensemble avec Mobility TV. Dans 2 jours maintenant, ce sera le premier week-end de grand départ. Grand départ en vacances, et pour se rendre à leur destination de vacances, les Français prendront leur voiture. Moyen de transport privilégié par les Français pour leur déplacement cet été. Alors, plusieurs questions. À quoi faut-il s'attendre sur les autoroutes? Pour ceux qui sont passés à l'électrique, les bornes de recharge seront-elles suffisantes? Pourquoi faut-il procéder à l'entretien de son véhicule avant les longs trajets? Je vous présente tout de suite ceux qui vont répondre à toutes ces questions. Vincent Fanguet, directeur d'exploitation du réseau SANEF. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Vincent, bonsoir à vous. Pierre Courgeon est avec nous, directeur France de Fastned, réseau de bandes de recharge. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Et Christophe Rollet qui est avec nous, directeur général de Point S. Bonsoir Monsieur Rollet. Bonsoir Voilà, à tous. Tout le monde est là. Bonsoir à vous trois. Alors, effectivement, c'est ce week-end, enfin à partir de vendredi soir même, mais surtout samedi matin, grand week-end de départ en vacances. Beaucoup de Français vont prendre leur voiture. Tiens, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, et pour commencer, à vous trois, et en commençant par vous, Vincent Fanguet, quel conseil donneriez-vous aux Français avant de prendre la route, tout simplement? Et on approfondira évidemment sur ces conseils. On a plus de 10 millions de clients qui vont venir cet été sur nos routes. Le conseil principal, c'est d'abord de se reposer avant de prendre la route, de se reposer pour pouvoir garder son attention sur la route. Très important. Et éviter les accidents pour nos clients et pour nos salariés aussi, qui seront nombreux, mobilisés pour assurer les conditions de sécurité de tous. Évidemment, très important. Pierre Courgeon, c'est du bon sens en même temps, mais c'est bien de le rappeler. Oui, Pierre. Pour les conducteurs de véhicules électriques, c'est surtout de bien organiser son trajet en amont, de vérifier où seront les points de recharge, de prévoir ses pauses, d'en prévoir suffisamment, et surtout de prendre son temps sur le trajet, de ne pas se presser. Ouais. Christophe Rollet. Mais je dirais que pour le véhicule qui va emmener tous ces consommateurs à la montagne, à la mer et à d'autres destinations, l'important c'est que le véhicule soit bien entretenu, bien révisé également au préalable, pour s'assurer que les conditions de route sur ce véhicule soient les plus optimales et qu'il ne risque ni danger, ni panne, et encore moins bien sûr d'accident. Voilà. Alors, je vous l'ai dit, c'est du bon sens, mais il faut le rappeler, on va revenir sur tous ces points de détail. Tiens, on va parler, puisque vous l'avez évoqué, Christophe Rollet, l'entretien de son véhicule. Très important de procéder à l'entretien de son véhicule avant les longs trajets. Je vous l'ai dit, c'est du bon sens, mais on va le rappeler. Pourquoi, Christophe Rollet ? Parce qu'on met dans son véhicule sa propre personne, on met également sa famille, il ne faut pas les mettre en danger, puis il y a une notion de confort également. Donc il va falloir anticiper, préparer ses vacances, et au-delà de ça, passer dans un point de contrôle pour assurer que les pneumatiques, tout d'abord, qui est quand même l'organe essentiel qui lie le véhicule à la route, soient de bonne qualité, soient bien gonflés également, et puis que d'autres éléments du véhicule, comme par exemple l'huile, soit au bon niveau, le lave-glace bien entendu, liquide de refroidissement, et bien d'autres comme la batterie ou encore les balais d'essuie-glace pour qu'ils fonctionnent en cas de pluie bien entendu. Ouais. Alors j'aimerais vous donner quelques chiffres selon Enterprise, leader mondial de location de véhicules. Un Français sur 2 a déjà subi une panne sur la route des vacances. Effectivement, ça nous est tous arrivé. 70% des Français vérifient leur véhicule seulement 1 mois avant leur départ en vacances. Vincent Fanguet, non, en 1 mois, il peut se passer beaucoup de choses. C'est quelques jours avant. Évidemment. Alors c'est quelques jours avant, et puis ce que je pourrais ajouter dans les bons conseils avant de partir, c'est le fait d'abord de prévoir une bouteille d'eau, parce que le trajet peut être un peu plus long qu'on ne l'avait prévu, on peut rencontrer quelques bouchons, et de bien arrimer aussi tout ce que l'on peut emporter, parce que parfois quand on a des vélos à l'arrière ou une planche à voile par exemple sur le toit de son véhicule, ça peut tomber, et nos agents régulièrement en ramassent l'été. C'est évidemment très dangereux, donc ça fait partie aussi des bons conseils qu'on peut partager sur la vérification de son chargement juste avant de partir. Pierre Courgeon. Quelques jours avant, l'entretien quelques jours avant. On va revenir sur les tarifs évidemment et comment ça se passe. C'est vrai qu'on a des Français quand même assez imprudents, puisque près d'un Français sur 5 reconnaît ne pas du tout vérifier sa voiture avant de partir en vacances, 20%. Ça fait quand même du monde. Et puis alors là, 1/3 des Français qui compteraient sur leur propre talent de réparateur pour régler la panne. Bon bah écoutez, s'ils ont confiance en eux, tant mieux, mais faites attention parce que parfois c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air et il vaut mieux faire vérifier tout ça avant. Pierre Courgeon. Oui, l'avantage
des voitures électriques, puisque c'est un peu notre secteur, c'est quand même qu'elles nécessitent beaucoup moins d'entretien. Donc effectivement, comme disait monsieur, c'est hyper important d'aller vérifier ses pneus, les essuie-glaces, tout le matériel autour. Mais encore une fois, pour la voiture électrique, c'est moins lourd en termes d'entretien. Ouais, donc pas besoin d'aller à l'intérieur du moteur. D'ouvrir le capot, de changer le moteur. Évidemment. Bon, Christophe Rollet, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vraiment s'attarder sur tout, aussi bien de l'extérieur, comme le disait Pierre Courgeon, que l'intérieur. En général, c'est quoi? C'est 3-4 jours avant, on se rend dans son garage le plus proche. C'est comme ça que ça se passe? Alors, pas exactement. J'ai envie de dire le plus tôt est le mieux. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez le plus tôt? 15 jours, environ 15 jours, 3 semaines avant, c'est quand même préférable. Ça évite déjà d'avoir du monde et de ne pas prendre rendez-vous tout de suite, ça c'est un premier point. C'est vrai. Mais on est également, il faut le rappeler, dans une période un petit peu difficile en termes d'approvisionnement, de pneumatiques, de pièces et autres. Et on n'a pas toujours le produit disponible en temps voulu, surtout sur des véhicules qui peuvent être spécifiques. Donc il faut tout d'abord anticiper. Et ne pas avoir de mauvaises surprises. Et pas avoir effectivement de mauvaises surprises. Je dirais également, il y a un deuxième point qui me paraît important, c'est qu'il y a une technologie embarquée dans les véhicules d'aujourd'hui, contrairement à ceux d'hier, qui limite fortement la capacité du conducteur à réagir et surtout réparer lui-même une panne éventuelle. Donc il ne s'agit plus maintenant d'anticiper en mettant le pied sur son pneu pour savoir s'il est bien gonflé, ou regarder rapidement sous son capot pour savoir tous les éléments sont conformes. Il faut passer dans un centre agréé qui permet justement le contrôle dans un certain nombre de points, les nôtres et bien d'autres également, pour s'assurer que le véhicule sera vraiment adapté au kilomètre et à la route que l'on va parcourir. Combien ça coûte en général si on veut tout vérifier, Christophe Rollet? On sait qu'en ce moment, le pouvoir d'achat, c'est compliqué pour beaucoup de Français. On va reparler évidemment de la flambée du prix de l'essence. Mais il faut à tout prix faire cet entretien avant de partir en vacances. Voilà, à peu près en une fourchette, Christophe Rollet. Sur un contrôle simple, c'est à moins de 100 €. C'est un premier point. Après, il peut y avoir des réparations éventuelles, mais on va comparer une vingtaine, voire une trentaine d'organes du véhicule pour assurer encore une fois au conducteur que lui et sa famille vont être véhiculés en toute sécurité. Sur le réseau SANEF, si jamais on a une panne, si jamais on a un doute, on a envie de faire vérifier quelque chose dans le moteur de la voiture, est-ce que c'est possible sur votre réseau autoroutier? Comment ça se passe? Alors sur une vérification, on peut peut-être trouver sur nos aires de service quelques pièces éventuellement, notamment ça peut concerner les essuie-glaces par exemple, ce genre d'éléments ou du liquide lave-glace. Donc c'est des choses extrêmement simples, utiles, dont on peut recharger le long de son trajet. Ensuite, si vraiment on est confronté à une panne, là c'est l'assurance. On s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Exactement. On appelle à une borne orange, on appelle le 112 éventuellement, qui mettra en relation avec la société d'autoroute, qui fera intervenir le dépanneur. Allez, restez avec nous, on va se retrouver dans quelques minutes. Les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. On va se retrouver pour la deuxième partie avec Vincent Fanguet, Pierre Courgeon et Christophe Rollet. Évidemment, beaucoup ont acheté une voiture électrique. Beaucoup, peut-être pour la première fois, vont utiliser leur voiture électrique pour se rendre à leur destination de vacances. Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? Est-ce qu'il y aura assez de bornes de recharge sur le réseau? Cette année, on discute avec nos invités dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, c'est jusqu'à 20h avec Mobility TV. Ce soir, nous sommes avec Vincent Fanguet, directeur d'exploitation du réseau SANEF. Pierre Courgeon qui est avec nous, directeur France de Fastned, réseau de bornes de recharge, et Christophe Rollet, directeur général de Point S. Ce week-end, ce sera le grand rush. Premier week-end de départ en vacances. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les Hauts-de-France, les embouteillages dans les petits villages. Ouais, les embouteillages, on va en parler dans quelques instants. Ce sera le rush dans les gares, mais également et surtout sur la route. C'est de ça dont il est question ce soir. La voiture qui est le moyen de transport privilégié par les Français pour leur déplacement cet été. Alors, je vous le disais, beaucoup vont pour la première fois utiliser leur voiture électrique. Ils ont beaucoup réfléchi. Est-ce qu'on l'utilise ou pas cet été? Est-ce qu'il y a assez de bornes de recharge? On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Tiens, Pierre Courgeon, vous me disiez que vous avez fait, que beaucoup ont utilisé leur voiture électrique lors
des ponts, des jours fériés, notamment pendant la semaine de Noël en décembre. Ça s'est relativement bien passé. Ça s'est hyper bien passé. Nous, on essaie vraiment de démystifier cette image de c'est compliqué, il n'y a pas assez de bornes, etc. On a vu, là, sur les derniers mois, il y a eu des gros week-ends, des chassés-croisés, le Noël, qui était très chargé. Et les conducteurs de voitures électriques, globalement, n'ont eu absolument aucun problème, pas plus de problèmes que les gens qui conduisent avec de l'essence. Donc, la différence sur l'été, c'est que c'est des week-ends tous les week-ends, mais au final, on a su gérer ça. Ça se passera très bien cet été aussi. Ouais, c'est-à-dire, finalement, c'est aussi à l'automobiliste d'être prudent, de savoir combien de batterie il lui reste. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est lui qui gère sa voiture finalement. Voilà. Il ne faut pas qu'il compte sur le nombre de bandes de recharge sur le réseau finalement. C'est ça. C'est pas plus compliqué qu'une voiture essence. Une voiture essence, vous regardez quand vous on regarde combien il nous reste de carburant exactement. Et vous arrêtez à la prochaine aire. Et chez Fastned, on met énormément d'efforts pour avoir des bornes qui marchent tout le temps, 100% du temps. Et du coup, nos clients, ils n'ont pas peur quand ils viennent dans une station Fastned que ce soit cassé ou que ça soit pas assez rapide, etc. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Bon, comment ça va se passer alors du coup sur le réseau SANEF ces prochains jours et tout le mois de juillet, tout le mois d'août? Est-ce qu'on peut rassurer ceux qui nous écoutent, les automobilistes? Est-ce qu'il y aura assez de bandes de recharge? En tout cas, on fait tout pour. Et effectivement, les week-ends précédents de grand départ, on n'a pas constaté de saturation sur nos aires de service. Sur les aires du groupe SANEF, donc sur les autoroutes de Normandie, du nord et de l'est de la France, on a plus de 60% des aires de service pour lesquelles il y a déjà une solution de recharge rapide. Et on a plus de 20% des aires de service pour lesquelles on a une solution de recharge très rapide. Ça veut dire qu'on arrive à faire recharger complètement son véhicule quand c'est très rapide en 20 minutes à peu près. Ouais. C'est extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide pour faire un plein complet, si j'utilise ce terme, sachant que effectivement tous ceux qui sont passés au véhicule 100% électrique, ils ont pris l'habitude de toute façon d'organiser leur trajet, d'avoir toujours un petit œil sur la réserve. Sans donner trop de chiffres, par exemple, il peut y avoir une aire de service équipée toutes les heures, si on compte en heures ou en kilomètres, en comptant en kilomètres. Si on compte toutes les 40 km, tous les 100 km, tous les 100 km, on a une aire qui est équipée. Et à la fin de l'année 2022, donc d'ici le mois de décembre 2022, toutes les aires de service, absolument toutes, seront équipées en bornes de recharge ultra rapides, donc celles qui permettent de faire ce plein, cette recharge en 20 minutes. Ouais. Est-ce que cet été, ça dépend des aires de service, si on se trouve évidemment. Est-ce qu'il y aura de l'attente? Parce que quand vous parlez de 3-4 bornes ou 5 bornes de recharge, ça dépend aussi si on est seul ou si on est une dizaine à attendre. Est-ce que vous savez déjà Alors c'est difficile à estimer parce que si on peut l'estimer, il y a une dynamique assez forte sur la vente de véhicules électriques, donc c'est un parc qui évolue beaucoup. Les autoroutes du groupe SANEF, elles ont à peu près une évolution de trafic, une augmentation de trafic de 20% l'été. Donc on n'est pas sur un doublement ou un triplement du trafic, c'est 20% du trafic en plus. C'est plus, mais c'est pas beaucoup plus que ce qu'on a en temps normal. Et après, ça dépend un peu des axes. On aura peut-être l'axe A1 sur lequel on pourrait peut-être avoir certains jours ou une heure ou deux dans l'été, un tout petit peu de congestion, mais ce sera très restreint. On est confiant là-dessus. Et donc, je pense que ceux qui ont un véhicule électrique peuvent avec les précautions habituelles et qu'ils ont tout le temps, partir sereinement en vacances, parce que finalement c'est ça les vacances, c'est décompresser et déstresser. Oui, Pierre Courgeon. Après, nous on essaye aussi d'appeler les utilisateurs, qui soient électriques ou carburant, à de la responsabilité. Typiquement, on va pas se garer sur une place de recharge quand on n'a pas besoin de charger son véhicule. On ne reste pas plus de temps que nécessaire sur un point de charge. Tout ça, ça va permettre de faire tourner beaucoup mieux les chargeurs et d'avoir moins de files d'attente. Donc c'est aussi pour les autres utilisateurs de bien se comporter pour que le réseau fonctionne bien. Ouais. Christophe Rollet, alors on fait souvent le comparatif entre le prix pour recharger sa voiture et le carburant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vraie différence de prix ? À aujourd'hui, bien évidemment, même si des aides, que ce soit de l'État ou de différentes enseignes comme la nôtre, pour soutenir le consommateur dans le coût du carburant. On a par exemple eu une opération d'été qui va remettre 100 € pour permettre de limiter les frais d'essence et de carburant de nos consommateurs qui rachèteront des pneumatiques chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un écart à aujourd'hui sensible. Après, on est d'accord, aujourd'hui, il y a encore moins de services. Et on parle là, faut le... on vous entend pas bien, Christophe Rollet. On parle là d'une...
On va vous rappeler, Christophe Rollet. Ouais, on va vous recontacter parce que on perd un petit peu la connexion. Je vais poser la question à Pierre Courgeon parce qu'on n'a pas très bien entendu votre réponse, Christophe Rollet. Il y a une vraie différence de prix entre la recharge et le carburant. Tout à fait. Alors il y a déjà une différence de prix sur l'entretien qui est évidemment beaucoup moins lourde, donc beaucoup moins coûteux. Et puis sur la recharge comparé au carburant, il y a une vraie différence. Quand on recharge à la maison, c'est approximativement 10 fois moins cher que de l'essence. Quand on recharge sur autoroute ou sur des longues distances, on va être à 75% du prix de l'essence. Ouais. Christophe Rollet, vous voulez rajouter quelque chose maintenant qu'on vous a récupéré? Oui, on m'a récupéré. Je disais simplement qu'on parle pour l'instant d'une infime partie du parc roulant, même si chez Point S on croit énormément à l'électrique, à l'arrivée rapide de l'électrique. Nous avons bien sûr la totalité de nos 624 points de vente aujourd'hui qui sont bien sûr situés hors autoroute, mais nous avons par exemple un service client qui permet sur WASP, puisque c'est quand même une application très utilisée par les consommateurs, de retrouver le plus proche de leur lieu de travail, d'habitation ou même de vacances, un Point S pas loin de chez eux pour recharger également leur véhicule en cas de besoin nécessaire. Alors, il y a une enquête qui a été faite Opinionway pour Point S, justement, Christophe Rollet. On va la commenter ensemble. 90% des automobilistes préparent leur voiture avant de partir en vacances. On en discutait tout à l'heure, mais c'est quand même une bonne nouvelle. 68% des Français qui partent en vacances vont se rendre sur leur lieu de vacances en voiture et 89% envisagent d'utiliser une application d'aide à la navigation lors du trajet. On se rend compte finalement, pour résumer, Christophe Rollet, que les Français qui partent en voiture quand même sont assez prudents et préparent bien leur trajet. Oui, de plus en plus d'ailleurs. Et puis un autre élément important, c'est que la voiture qui était un peu mise comme un épouvantail venant à disparaître petit à petit des moyens de locomotion des consommateurs, notamment pour les vacances, c'est totalement l'inverse qui se produit, à la fois suite à la crise Covid, mais également aujourd'hui, ça reste le numéro 1 et de très loin moyen de locomotion de tous les consommateurs, notamment pour aller sur leur lieu de vacances. Oui. Donc il y a beaucoup à espérer encore pour les véhicules sur nombreuses années pour les transporter sur leur lieu de vacances. Parce que les Français sont très attachés à leur voiture, mais il y a aussi une question de pouvoir d'achat, j'imagine, très compliqué pour eux de partir en vacances cet été, si on doit s'y rendre en avion ou en train, Christophe Rollet. C'est toujours plus délicat, et puis je pense que le rôle d'une enseigne comme la nôtre est aussi de proposer des solutions. Vous parliez du carburant à l'instant. Donc on propose des boîtiers E85 qui permettent de mettre un carburant bioéthanol et qui permettent quand même une réduction sensible du coût du carburant pour ceux qui ont mis le boîtier en place. Donc il y a aussi tout un tas d'aides, de solutions pour le consommateur pour payer un peu moins cher, mais continuer à utiliser sa voiture, comme nos films publicitaires l'indiquent réellement pour chaque communication que nous faisons. Ouais. Juste pour finir sur cette partie-là, quels seraient les points d'axe à améliorer? Je vais poser la question à nos trois invités. Qu'est-ce que vous conseillerez aux Français finalement, Pierre Courgeon, pour les départs en vacances? Pour les départs en vacances, oui. Vraiment et je pense qu'on sera en ligne avec monsieur, sur prendre le temps. On arrive déjà beaucoup plus reposé quand on a pris le temps de voyager, quand on a pris le temps de s'arrêter. La sécurité routière recommande de s'arrêter toutes les 2 heures. Voilà, 20 minutes de pause toutes les 2 heures. Ça tombe bien, ça correspond à un temps de recharge. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le monde est bien fait. Voilà, et après, c'est aussi effectivement sur la recharge, la préparer en amont, aller voir les différents opérateurs de recharge, localiser la station et puis savoir quand on s'arrête. Alors, pour ce qui est des 2 heures de pause, c'est vrai qu'on le répète sans cesse et sans cesse depuis des années. En tout cas, dans le réseau SANEF, on n'a pas d'excuse finalement, parce que on peut. Il y a une aire tous les 60 km. Donc voilà. Donc on peut effectivement faire la pause. On doit faire cette pause régulièrement. Ça fait partie du rythme des vacances aussi finalement, d'avoir un voyage plus serein, plus calme, où on prend le temps de s'arrêter. Cette année d'ailleurs sur les aires de service, on organise avec Decathlon des séances d'éveil musculaire, de coaching pour que cette pause soit agréable et qu'on ait ce petit moment de détente où après avoir passé quelques heures peut-être serré dans un véhicule, on a les muscles un peu engourdis, on pourra se détendre agréablement sur nos aires de service. Bon, très bien. Tiens, une dernière chose à rajouter, Christophe Rollet. Oui, alors nous on n'est pas sur le sport, mais on reste sur l'automobile, bien entendu.
Et l'automobile, c'est les pneus. Donc encore une fois, la pression des pneus, la qualité de la bande de roulement est très importante. Il ne faut pas le taux d'usure qui soit trop bas non plus. Ça se vérifie dans un centre de contrôle comme les nôtres, par exemple. Et puis il y a d'autres prestations, comme on le soulignait. L'entretien et la vidange de son véhicule est importante. Et puis d'autres éléments dont on n'a pas parlé, comme le pare-brise. On a parlé de la visibilité du consommateur sur la route. C'est important aussi de bien nettoyer son pare-brise, monsieur en parlait tout à l'heure, mais également de remarquer s'il n'y a pas d'impact lié à une réparation ou à un remplacement du pare-brise. Et ça se fait en amont de son départ en vacances, parce qu'un impact, ça peut procurer beaucoup plus de dégâts qu'on peut l'imaginer. Ouais, voilà. Donc, on revient encore au même point, bien préparer son trajet et son départ en vacances. Vincent Fang et Pierre Courgeon, Christophe Rollet. Vous restez avec nous. Alexis Landrieux nous rejoint dans un instant, directeur général de Biomotors. On en parlait justement du carburant avec vous, Christophe Rollet. Avec la hausse des prix des carburants, est-il encore temps de passer au bioéthanol pour l'été? C'est le conseil que vous nous donniez à l'instant, Christophe Rollet. On posera la question justement au directeur général de Biomotors qui nous rejoint dans quelques minutes. À tout de suite. Avec Mobility TV et jusqu'à 20h, donc les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio avec Vincent Fanguet, directeur d'exploitation du réseau SANEF, Pierre Courgeon, directeur France de Fastned, réseau de bandes de recharge, et puis Christophe Rollet qui est avec nous, directeur général de Point S. J'aimerais qu'on accueille tout de suite Alexis Landrieux. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Alexis Landrieux, bienvenue sur Sud Radio, directeur général de Biomotors. Alors, on le disait, on le dit depuis 19h20, on l'a beaucoup évoqué, le prix des carburants qui ne cesse d'augmenter. Certains ont trouvé la solution, on en parle beaucoup, moi, ces dernières semaines. La parade, c'est le bioéthanol. Le litre de 2,85 est désormais presque 3 fois moins cher que l'essence et le gazole. Est-ce qu'il est encore temps de passer au bioéthanol pour l'été, selon vous? Oui, bien sûr. Sachez Alexis Landrieux, oui. On a anticipé évidemment puisque depuis le mois de mars et le prix des carburants à 2 €, évidemment les ventes et la demande a explosé. On a donc anticipé, on a du stock, il n'y a pas de rupture et évidemment donc on est en train de réduire les délais en s'étant organisé en interne et on peut livrer en tous les cas de manière certaine les vacanciers du mois d'août. Et puis pour juillet, on va dire, on a environ un petit mois de délai maintenant. Donc comptez aussi sur les installateurs habilités, on en a 800 en France, dont plusieurs Point S, à qui on a incité à faire du stock dès le mois d'avril, anticipant le fait évidemment que la demande allait être forte avant les vacances d'été. Ouais. Tiens, juste un petit tour de table. Qui roule vous roulez électrique, j'imagine. Évidemment. Hein. Évidemment. Vous aussi, bientôt Vincent. l'électrique. Bientôt l'électrique. Alors, Christophe Rollet, peut-être vous avez une expérience avec le bioéthanol déjà? À titre personnel, bien sûr. Ouais. Je suis en hybride pour l'instant, je suis en voie de transformation vers l'électrique. Mais tous les retours que l'on a de nos clients et bien sûr de nos points de vente, comme monsieur le disait, sont très positifs. C'est simple au montage, c'est rapide et c'est surtout très économique. Quels modèles sont éligibles, Alexis Landrieux, au bioéthanol? Alors en fait, tous les véhicules essence à partir des années 2000, petites voitures, moyennes voitures, même grosses et sportives, aucun souci. On équipe aussi les véhicules hybrides et hybrides rechargeables. C'est mon cas, je fais à la fois de l'électricité, mais aussi à la fois finalement du roulage en bioéthanol. C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui est intéressé, qui veut transformer sa voiture, faire poser un boîtier par exemple, à quelques jours des départs en vacances, il faut qu'il s'y prenne maintenant. Quels sont les délais? Combien de temps ça prend pour poser un boîtier? Alors c'est le planning de l'installateur, évidemment, ils ont tous des plannings qui se chargent à l'approche des vacances, mais ils rentrent dans l'un des 800 centres habilités, faire appel à eux, avoir un créneau, et il faut compter environ une demi-journée d'installation dans n'importe lequel de ces centres. Donc il est toujours temps de se renseigner et de s'y rendre dès maintenant pour pouvoir anticiper et faire de belles économies, puisque effectivement c'est quasiment 1,28 € d'écart au litre entre le diesel et l'éthanol actuellement. Ouais. Le bioéthanol, Pierre Courgeon, avant évidemment de passer à l'électrique, évidemment, puisque c'est à partir de 2035 que vous devriez acheter. Vous me ferez pas dire ça. Bah oui. Non, mais combien ça coûte de poser un boîtier, Alexis Landrieux? C'est extrêmement vite amorti. Il faut compter environ un panier moyen à 1 000 €. En sachant que de plus en plus de régions en France aident à l'installation à hauteur de 500 € d'aide dans la région, par exemple PACA, Grand Est, Hauts-de-France, Grand Est. Et depuis aujourd'hui d'ailleurs la région Île-de-France également. D'accord. Pour une aide pour passer et mettre un boîtier bioéthanol, une aide pour les foyers qui ont le moins d'argent par exemple, il faut être éligible à cette aide?
Il faut se renseigner sur le site des régions, effectivement, et sur présentation de la facture d'installation, on a un remboursement avec une aide de la région, identique pour ceux qui aimeraient changer de voiture, passer par exemple du diesel à l'éthanol, la carte grise devient également exonérée. Alors on est d'accord pour expliquer à ceux qui nous écoutent que quand on pose un boîtier éthanol, on peut aussi bien mettre de l'éthanol que notre carburant classique. Tout à fait. Voilà. Le boîtier s'adapte automatiquement au carburant utilisé. Il n'y a pas de deuxième réservoir. C'est uniquement un boîtier électronique rajouté sous le capot du véhicule. Ouais. Est-ce qu'il y a des garanties pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise sur la route des vacances? Je pense que ça, c'est l'inquiétude majoritaire de ceux qui pensent à poser un boîtier bioéthanol. Je pense qu'évidemment, ils ont peur d'avoir une très mauvaise surprise. Comment on peut les rassurer, Alexis Landrieux? Biomotors existe maintenant depuis 10 ans. On installe plus de 15 000 boîtiers par mois actuellement. Et évidemment, il faut choisir un boîtier homologué, puisque l'homologation permet que la carte grise soit officialisée et bien sûr d'avoir des garanties moteurs sur son installation. Christophe Rollet, et je vais poser la question à nos deux autres invités. Est-ce que vous pensez que, parce que l'électrique, on n'y est pas encore évidemment, même si on avance, est-ce que vous pensez que si ça continue comme ça, évidemment, si le prix des carburants continue à augmenter, est-ce que vous pensez que d'ici quelques temps, une grande partie des Français aura passé le cap du bioéthanol? Je pense que l'effet de masse va se produire sur l'électrique avant tout. On est sur une progression très rapide du parc roulant, des nouveaux véhicules qui se mettent sur le marché. La loi européenne, vous le savez tous, est pour 2035, mais je sais que les constructeurs sont déjà en train de travailler pour anticiper les choses. Et je pense, à titre personnel, que les États, l'actuel mais les futurs également, vont inciter le consommateur à aller rapidement sur l'électrique, avec des primes à la vente, comme ça a été le cas il y a quelques années, sur les baladurettes, autres jupettes. Donc on va avoir une accélération très forte de la demande sur l'électrique et la mise en service du parc électrique qui va progresser très rapidement en Europe. Et plus particulièrement en France. J'en suis convaincu. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je ne peux que être d'accord. Oui, aujourd'hui, on est autour de 20% des nouvelles immatriculations électriques. Donc, c'est quand même pas rien. C'est même très significatif. Ça progresse de plus en plus. Et puis, ce qui a longtemps été reproché, à savoir le coût d'achat. Parce que pour le moment, c'est plus abordable de poser un boitier bioéthanol que d'acheter une voiture électrique. Mais de plus en plus, les gens se rendent compte qu'en fait, sur la vie de la voiture, l'économie, elle est faite en achetant une électrique. Et donc c'est vraiment et puis je pense que les gens ont aussi maintenant beaucoup plus une conscience de ce qui se passe écologiquement et que ça devient aussi un acte citoyen que d'acheter une voiture électrique. Et puis il y a encore 1 an et demi, 2 ans, c'était encore assez abstrait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la voiture électrique et surtout quelles sont les étapes, comment ça va se passer. J'ai l'impression que de plus en plus, mais parce qu'on en parle aussi de plus en plus, ça devient concret pour les Français. Exactement. Le gouvernement a fait une feuille de route assez claire avec notamment l'équipement de toutes les aires de service sur autoroute, beaucoup d'aides à l'achat. Donc il y a vraiment une dynamique qui fait que avant 2035, on sera probablement à quasiment 100% d'électrique. Oui, effectivement, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement concret, puisqu'on est vraiment dans cette dynamique d'équiper toutes nos aires de service. C'est plus de 60 millions d'euros qui sont investis par nos partenaires sur nos aires de service pour que d'ici la fin de l'année, on puisse faire ces recharges très rapides sur l'ensemble de nos aires. Donc, on voit bien tous les jours cette dynamique autour du véhicule électrique sur nos réseaux. Et on l'encourage avec nos applis, notre appli Beep & Go qui permet de trouver les points de recharge et de payer aussi bientôt sa recharge pour son véhicule électrique. Alexis Landrieux, tiens, vous êtes d'accord avec nos invités et Christophe Rollet qui a commencé à répondre à cette question, c'est-à-dire que les Français vont plus se tourner vers l'électrique, s'y intéresser, plutôt que le bioéthanol pour évidemment contrer la hausse du carburant. Je parle vraiment à court terme, vraiment à court terme. Ce qui est vraiment nécessaire, en fait, on l'a dit, c'est l'environnement et donc le mix énergétique est primordial. Toutes les solutions meilleures que l'énergie fossile sont bonnes à prendre et bien évidemment, il y a une partie de transition. On le disait, tout le monde ne peut pas acheter un véhicule électrique et pourtant, il y a une nécessité d'avoir des solutions immédiates. Il reste donc 20 millions de véhicules essence encore à l'énergie fossile. On ne va pas les jeter tout à la poubelle du jour au lendemain. Il va falloir fortement une phase de transition. Donc, encore beaucoup à faire sur la transition. Tiens, juste une petite question pratique. J'ai vu que sur Internet, on retrouve un petit peu de tout. Sur Internet, il y avait des tutos pour installer son boîtier bioéthanol tout seul, par exemple. On peut commander son boîtier sur Internet. Qu'est-ce qu'on leur dit à tous ceux qui veulent s'improviser poseurs de boîtier bioéthanol On parlait tout simplement de garantie. Là, il n'y en a aucune. Évidemment, et c'est pas homologué, donc pas reconnu sur la carte grise, donc pas de contrôle technique. C'est illégal, aussi simple que ça.
Ah d'accord, très bien. Donc on n'a pas le droit, il faut passer par... En cas d'accident, Par un vous ne centre. serez plus couvert par votre assurance. Bon, très bien. Et il nous reste 2 petites minutes à passer avec vous. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, toujours sur le tout électrique. Comment, alors évidemment que la feuille de route, c'est de 2035, beaucoup critique, justement en expliquant que ce serait de la folie, que c'est de la folie finalement, cette date 2035. C'est même pas demain ni après-demain, c'est dans quelques heures. Tiens, Vincent Fanguet, est-ce que vous êtes d'accord avec ces analystes qui disent que finalement on n'y arrivera pas en 2035, ça va être extrêmement compliqué. Alors ils parlent de tout, des bornes de l'installation des bornes de recharge, de la construction automobile, et évidemment c'est un tout. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Fanguet? Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on se met en ordre de bataille pour que ce soit possible. Ouais. On se met en ordre de marche pour que, effectivement, d'ici la fin de l'année et ensuite en suivant l'évolution du marché et de la demande, on puisse répondre à tous les besoins de recharge électrique sur nos autoroutes. Donc il y a un chemin qui se dessine pour aller vers cet objectif. Pierre Courgeon, je connais la réponse, Pierre Courgeon. Non, mais moi je vois, quand on a commencé à travailler en France avec Fastned il y a 3 ans, tout le monde nous disait, beaucoup de gens nous disaient, ça n'arrivera pas, ça sera extrêmement marginal, les gens ne veulent pas de ce système où on recharge lentement, où on n'avance pas, etc. Et 3 ans après, ces mêmes personnes viennent me solliciter pour installer des stations chez eux. Donc il y a les oiseaux de mauvais augure qui aujourd'hui disent 2035 ce n'est pas possible. Je suis absolument certain qu'en 2034 ils retourneront leur veste et diront ah bah oui effectivement c'était évident que ça allait arriver. Et puis si on n'est pas prêt, on peut toujours reculer la date. Christophe Rollet, pour terminer, vous partagez l'avis de Vincent et de Pierre? Complètement, je pense qu'aujourd'hui et encore plus demain, l'écologie s'est intégrée dans l'économie. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les principaux constructeurs mondiaux se sont déjà pré-organisés. Ils ont presque devancé la loi européenne pour organiser leur fabrication et être prêts bien avant 2035 sur la totalité du parc mis en circulation. Et puis n'oublions pas également un nouveau phénomène qui arrive, en Europe notamment, c'est les constructeurs asiatiques principalement, de véhicules neufs, 100% électriques. On a, nous d'ailleurs pour Est, déjà signé un accord avec l'un d'entre eux pour anticiper la demande, à la fois sur l'entretien de leurs véhicules et parfois également sur la distribution même de leur propre marque en France et en Europe. Merci à vous Christophe Rollet, directeur général de Point S. J'aimerais remercier Vincent Fanguet qui est avec nous, directeur d'exploitation du réseau SANEF, Pierre Courgeon, directeur France de Fastned, réseau de bornes de recharge, et puis Alexis Landrieux, directeur général de Biomotors. Merci à vous 4.